Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette journée, d'avoir co-organisé avec une super équipe dynamique et des super modérateurs, le docteur Gomet, le docteur Metelli, Fanny Mal, le docteur Yves Edel, Patrick Lazare, euh, la collaboratrice de Fanny Mal, dont je vais oublier le nom de famille, mais je la remercie aussi. Et je remercie aussi le président de notre collégial, le professeur Banyamina, pour sa confiance, pour cette journée. Euh, de cette collégiale. Donc je vais vous parler des addictions et du Covid. Et en fait, je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant, ce que j'ai préparé pendant l'épidémie et comment j'ai communiqué, surtout de manière distancielle, avec des patients, mais aussi avec des professionnels qui n'étaient pas forcément que des professionnels de santé en addictologie. Donc on était dans cette situation de confinement qui était anxiogène, qui était des solutions, les gens cherchaient des solutions en fumant plus de cigarettes, en buvant surtout en visio, en fumant du cannabis, en prenant de la cocaïne car elle était encore très très présente lors du confinement, ou en consommant différents types de médicaments. Et ces médicaments allaient de simples anxiolytiques aux opioïdes à même des comprimés d'ecstasy. Il y avait aussi des achats en ligne, le binge-watching, les activités sexuelles en ligne et les jeux d'argent. Donc on était dans une situation d'isolement social, de stress, d'incertitude qui était engendrée par ce confinement dans un contexte de pandémie. Donc il fallait trouver des solutions et c'était aussi donc des facteurs de risque, de conduites addictives chez des sujets déjà rendus vulnérables par le contexte sanitaire. Et il y a eu des comportements de type addictif chez des sujets qui n'avaient pas justement ces antécédents d'addiction. Donc avec le cannabis, donc différentes façons de le fumer, et ça s'est poursuivi en bang, en joint, le shit était présent, l'herbe était présente, et il y a eu des petites soirées aussi de gangbang. Les effets respiratoires du cannabis, donc des effets extrêmement délétères, comme vous le savez, avec des risques de syndrome coronarien, de spasme des artères coronaires. L'alcool était aussi très très présent. On rappelait aux patients, on rappelait à certains professionnels comment il fallait communiquer autour de la question de l'alcool, notamment avec ce boom des apéros visio. Il y a eu aussi une petite tendance à la consommation de boissons énergisantes pendant la première vague du confinement, en tout cas en Île-de-France. Ça a été constaté plutôt dans la population ados et jeunes adultes. Donc ces boissons énergisantes avec toutes ses propriétés, mais surtout liées à la taurine qui ne sert absolument à rien. Et il y a eu quand même des combinaisons alcool-boissons énergisantes en visio chez certaines populations ados. Toutes les propriétés de consommation énergisante, bien sûr, tout ça est absolument faux. La cocaïne était aussi présente, la cocaïne surtout en poudre. J'ai pas de données sur l'Île-de-France sur la consommation de cocaïne base, mais probablement que ceux qui basaient la cocaïne, en tout cas moi dans mes patients, cette consommation de cocaïne restait présente et certains ont réduit, voire arrêté cette consommation sous forme de chlorhydrate et d'autres ont poursuivi parce que les livraisons se faisaient et les livraisons se faisaient en grosse quantité. Avec des effets donc de recherche d'euphorie, de gérer justement cette anxiété et de gérer cette réduction du sevrage et bien sûr les autres signes de l'addiction, je ne reviens pas dessus, vous connaissez tout ça parfaitement. Il y avait aussi plus d'activités sexuelles pendant la période de confinement avec, alors je ne travaille pas pour le site cité qui est Pornhub, mais pour vous dire que des abonnements premium gratuits avaient été euh, faits dans tous les pays confinés. Ça avait commencé par l'Italie et la France n'a pas échappé à l'abonnement premium gratuit. Donc avec le film, téléchargement, pornographie gratuite en streaming. Et quand on voyait les courbes que générait Pornhub, on voyait des temps de consultation qui dépassaient ce qu'il y avait hors confinement dans la journée, dans la soirée et même en matinée. Il y a eu aussi un boom des jeux en ligne pour adultes, un boom des webcams qui se poursuivaient et des conversations téléphoniques type réseaux sociaux orientés sur de la drague, des comportements sexuels. Le binge-watching a été extrêmement présent. On ne sait pas si le binge-watching est une addiction. Il y a un travail qui est fait actuellement avec l'équipe de Joël Bilieu qui est à Genève. Donc le binge-watching était très très présent avec une augmentation des services de demande et du streaming, avec justement les chaînes qui encourageaient à ce binge-watching pendant ce confinement. Et ça se poursuit encore actuellement. Donc ce binge-watching, une nouvelle norme de consommation
des épisodes de séries et qui ont augmenté très largement en 2020 avec ce confinement total. Donc l'addict arb, donc on pourrait imaginer franchement tous les comportements addictifs et tous les comportements de consommation et de consommation excessive pendant ce confinement, après le confinement et actuellement au cours de cette deuxième vague. Donc la stratégie actuelle est différente de la première vague où là tout reste globalement en activité et va aider encore plus nos patients et nos patientes qui souffrent de comportements excessifs et de troubles addictifs. Je passe sur cette diapositive. Donc avec le confinement, il y a eu plus de demandes que d'offres. Et cette incertitude de sortir de chez soi, en fait, a fait qu'on voulait prendre moins de risques. Il y avait des contrôles policiers et il y a eu d'importantes commandes qui ont été envisagées. Les prix ont été à la fois, d'un côté, augmentés sur les consommations et diminués pour solder ce qu'il y avait, en tout cas au début du confinement. Et toutes les substances étaient impactées à des degrés divers. C'est vrai qu'il y a eu moins de MDMA, il y a eu moins d'opiacés, mais il restait beaucoup de cannabis, il restait beaucoup de cocaïne. La Global Drug Survey a montré, c'est une enquête internationale qui était menée depuis 2014, mais elle a montré que globalement, 47% des répondants français ont augmenté un peu ou beaucoup leur nombre de jours de consommation d'alcool dans la semaine depuis le mois de mars. Donc ce confinement a eu un impact clair sur cette consommation d'alcool. Il y a eu moins d'épisodes de binge drinking. 25% des usagers de cannabis ont augmenté leur consommation pour gérer leur stress relatif à la pandémie. Et 41% des Français ont consommé plus de psychotropes que dans d'autres pays durant la pandémie. Alors les conseils qu'on donnait aux patients, aux patientes, dans le grand public, aux amis, à la famille, c'est ces slides de Santé publique France. Donc pour l'alcool, 2 verres par jour et pas tous les jours. Le tabac, on encourageait à la substitution nicotinique, on encourageait au vapotage. La vape est un outil formidable de réduction des risques. Il ne faut pas le mettre de côté. Et on a mis en place, comme l'a dit le docteur Gomez, et comme vous allez le voir cet après-midi, on a mis en place des téléconsultations avec des solutions soit de visio clair, soit de téléconsultation complètement dégradées. On utilisait tous les outils à disposition jusqu'au téléphone. Donc pour le cannabis, les conseils qu'on était en termes de sevrage, en termes de traitement, on va dire, l'utilisation d'anxiolytiques non benzodiazépiniques et des substituts nicotiniques à la demande. Pour la cocaïne, de la N-acétylcystéine hors AMM et des anxiolytiques non benzodiazépines. Pour les opioïdes, on était dans la stratégie de réduction de la posologie, débuter, poursuivre ou adapter un traitement substitutif opiacé. Et puis pendant le confinement, il y a eu des arrêtés pour la prolongation des traitements, des ordonnances de traitement substitutif. Et là, à nouveau, il y a une prolongation pour ces ordonnances de TSO. Lors du déconfinement, le problème, c'était qu'on avait en tête que les usagers n'avaient qu'une idée, c'était faire la fête. Faire la fête, et cette fête pouvait être mortelle. Ça, on le savait. Donc, on avait émis des slides, on avait mis des recommandations interne en disant faites attention, vous avez réduit, vous avez arrêté vos consommations pendant le confinement et gros risque de tolérance réduite, donc gros risque de surdosage, et on essayait de communiquer de manière sociale autour de cette question. Lors du déconfinement, donc, on a pris point par point les substances, donc c'était les risques d'overdose dépendent du sujet, de sa susceptibilité spécifique au produit. Il ne fallait pas reconsommer selon les mêmes modalités qu'avant. Et si on parlait du cannabis, toxicité cannabique faible sur l'organisme, pas d'overdose ou de dose mortelle consécutive à l'intoxication, on rappelait quels étaient les risques cliniques liés aux consommations de cannabis et aux consommations importantes de cannabis. La même chose, cannabis pour les urgences, s'il y avait un problème lié au cannabis, donc aller aux urgences, traiter les manifestations somatiques, notamment cardiovasculaires et neurologiques, et psychologiques. Aucun antidote, on traitait de manière symptomatique et antipsychotique s'il y avait des manifestations délirantes. Lors du déconfinement, si on reprenait la question de la cocaïne, il y a un risque cardiovasculaire qui est immense. On le sait, après une prise, le risque est multiplié par 24 une heure après. Donc risque encore plus fort pendant le confinement, déconfinement. Risque d'overdose ou de dose mortelle consécutive à l'intoxication. Donc on sait qu'une intoxication sévère à la cocaïne entraîne un risque de tachycardie, de fièvre, de nausées, de vomissements, de douleurs thoraciques, et d'autres symptômes. Et on peut retrouver du délirium et de la paranoïa.
Donc, s'il devait avoir un passage aux urgences, traitement des manifestations somatiques, cardiovasculaires, neuro, c'est à peu près le même modèle. En cas d'antidote, les benzodiazépines de demi-vie longue pouvaient être utilisées sur une courte durée et sous contrôle médical strict. Et encore une fois, s'il y avait des manifestations délirantes, il fallait utiliser les antipsychotiques. Si on prenait la question des opioïdes, risque de dépression respiratoire majeure, overdose ou dose mortelle consécutive à l'intoxication, vous connaissez les signes cliniques de l'overdose aux opioïdes et aux opiacés en règle générale. Donc l'antidote, c'était l'analoxone à disposition, mais dans les centres. C'était important. Et vous savez qu'il y a deux types actuellement de naloxone disponibles, la Nalsq et surtout le Prénoxade. Tabac, produits inhalés et Covid-19. Donc, consommation régulière de produits inhalés, donc tabac, cannabis et même le crack, qui restait présent quand même sur des lieux de consommation. Augmentation de risque d'infection et de forme sévère. Donc, la question des réductions des risques, c'était sur le partage du dispositif, du joint, de la cigarette, de la vape ou de tout autre produit qui pouvait entraîner, favoriser les contaminations. Il fallait protéger les poumons et ceux de son entourage et poursuivre son traitement de substitution nicotinique ou son traitement addictologique. Drogue et Covid, grande question de la réduction des risques et des dommages. Donc les grands éléments étaient de réduire les contacts avec d'autres personnes, gestes barrières après chaque contact avec une autre personne, avant et après chaque usage de drogue, ne pas partager son matériel de consommation, mettre le matériel utilisé pour fumer, sniffer ou injecter dans une boîte de recueil. Alors c'est facile à dire, mais c'est quand même des choses qu'il faut rappeler aux patients. Et il fallait préparer soi-même son produit et ne pas le partager. Il y avait aussi la question des comorbidités et du Covid chez ces patients addicts, donc liés aux troubles liés à l'usage de substances. Il y avait toutes les pathologies respiratoires, la BPCO, les pathologies cardiovasculaires fréquentes. Il y avait une aggravation du pronostic liée à l'infection Covid. La fonction pulmonaire était, chez les personnes qui avaient une fonction pulmonaire altérée, on avait un risque élevé chez ceux qui avaient un trouble lié à l'usage des opioïdes, à la cocaïne, aux stimulants ou à la méthamphétamine, qui est présente en France sous le nom de TINA dans des parties sexuelles et des parties de chemsex. Donc c'est hyper important d'évaluer tout ceci. Ceux qui avaient une atteinte respiratoire chronique, il y avait un risque d'overdose chez ceux qui utilisaient de manière, on fait confiner, déconfiner les opioïdes, même de façon thérapeutique. Et la méthamphétamine, vous le savez, est source d'HTAP et de cardiomyopathie. Donc globalement, comorbidité somatique, Covid et addiction, un risque amplifié. Et Nora Volkov du NIDA l'a bien spécifié dans une publication récente. Addiction et Covid, donc il y avait toujours ce risque de stigmatisation de cette pathologie qu'on soigne tous les jours. L'addiction, c'est une pathologie, vous le savez, avec des altérations de différents circuits cérébraux. Les personnes addictes peuvent avoir des difficultés sociales, être marginalisées encore plus avec les symptômes Covid et être non prioritaires aux soins encore plus. L'isolement social et le stress étaient des facteurs de rechute massifs. Heureusement que les groupes de parole virtuels étaient aussi présents et que les patients experts étaient aussi présents à distance, en plus de nos services de soins. Un dernier point sur Covid et écran. Donc il y a eu une augmentation claire et nette du temps d'écran et de l'utilisation des supports digitaux pendant le confinement. Gros avantages, mais aussi gros inconvénients. Apéro virtuel, jeux en ligne, pornographie en ligne, drague en ligne, etc. Et les risques de post-confinement, c'était de rester scotché à l'écran. Donc je rappelle les risques chez l'enfant. Il y a eu des risques d'exposition à un contenu inapproprié ou violent. Il y a le temps d'écran passé, mais ce n'est pas la seule variable. Et il y a aussi tout ce qui était multitâche, faire plein de choses avec plein d'écrans différents. Et il fallait aussi rediscuter, et il faut rediscuter en permanence les habitudes familiales d'utilisation des écrans. Chez l'ado, c'était à peu près la même chose. Voilà. Je termine par addiction et Covid. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire de plus e-learning, plus d'usage de réseaux sociaux pour diffuser des informations, de mettre en place les téléconsultations, de réorganiser nos services, de réorganiser les mesures d'hospitalisation avec des mesures barrières, de délivrer les traitements substitutifs opiacés et d'autres à distance, de développer les webinars et les groupes de parole dématérialisés. Je vous remercie pour votre attention. D'accord. Et du coup, la moitié de l'intervention, elle n'a pas été diffusée. Ah bon? Ça, je l'ai enregistré, donc on peut en parler. D'accord. Peut-être dire On peut dire qu'il y a eu un problème technique? Ouais, je l'ai marqué, j'ai communiqué dessus. D'accord. Peut-être pas ça s'est résolu. Ouais. Quand c'était un peu moins, quand c'est repris, puis je rentre. Donc il y a des 10 points qui sont bloqués.
Donc après les vidéos, on pourra les mettre à disposition. Déjà, D'accord. YouTube sera toujours disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions après techniques voilà, vraiment. Et moi, j'en ai une, du coup. Et du coup, à l'approche des fêtes de Noël et peut-être probablement des fêtes de fin d'année et probablement d'un nouveau déconfinement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que ça doit être inquiétant comme période? Si déconfinement il y a là, à l'approche des fêtes de Noël, il va falloir être extrêmement prudent. C'est à peu près la même stratégie hein, de ce qui a été évoqué. C'est peut-être moins fort et moins, on va dire, violent que le premier confinement, déconfinement, mais il faut rester dans la même approche. Là où on a de la chance, c'est que maintenant, on connaît l'histoire et on sait comment gérer l'histoire avec ces solutions de téléconsultation, ces solutions d'ordonnance à distance, aussi en fait, les slides que j'ai présentés, même si le petit problème technique, hein, ce sera en replay, mais on peut les réutiliser en fait indéfiniment. C'est-à-dire que les questions de pendant les fêtes, oui, il va y avoir beaucoup de consommation d'alcool, oui, il va y avoir beaucoup de consommation de substances, oui, les gens vont aussi essayer de se retrouver et de faire la fête. Donc il faut minimiser ces risques et rappeler hein, que quand on réduit sa consommation et qu'on reprend sa consommation, il y a un phénomène de tolérance qui peut être dangereux pour l'organisme.